Maintenant, sur l'autre aspect, j'interroge mon avocate sur le fait que je ne comprends pas, alors que le droit est clair, quand un prévenu, dès le début de l'audience, et qu'il est appelé à la barre, dit, j'ai dit, je souhaite exercer mon droit à garder le silence. Comment se fait-il que le juge m'appelle à plusieurs reprises avec autorité, monsieur, levez-vous, monsieur, mettez-vous, venez à la barre, monsieur, voici la question, monsieur, voici la question, alors que j'ai clairement exprimé mon droit à garder le silence. Alors pourquoi effectivement, en temps réel, je me suis exécuté? Pourquoi me suis-je levé? Pourquoi me suis-je approché de la barre? Et pourquoi ai-je tenté de répondre aux questions alors que je n'étais pas préparé à répondre aux questions, puisque moi, psychologiquement, j'avais tout évacué ma stratégie de défense, puisque j'avais décidé de me taire. Psychologiquement, j'étais préparé à me taire, donc je n'étais pas préparé à répondre aux questions. Alors pourquoi me suis-je levé? Parce que le juge exerce une autorité. Quand un juge, dans cette situation-là, avec toute cette pression, la salle pleine à craquer, la presse qui est là, tous aux aguets de vous voir comment on va vous griller comme une merguez au barbecue, le juge, dans son infinité autorité, avec le procureur, avec les assesseurs, les bras croisés à attendre comment on va me crucifier, m'appelle, je m'exécute. Surtout que je me suis dit, mon avocate est là pour me défendre. Elle aurait pu prendre la parole en disant, attendez, mais monsieur Goural a clairement exprimé son souhait de garder le silence. Pourquoi le convoquez-vous à la barre, par exemple? Ou me prendre par la manche et me dire, attendez, monsieur Goural, je vais intervenir. On n'a pas à vous appeler à la barre. Mon avocate n'a pas fait ça. Donc, je me suis dit, mon avocate laisse faire. Le juge, avec son autorité, demande à ce que je vienne et me pose des questions. Donc, je me suis dit, je n'ai pas le choix. Sinon, je vais encore passer pour un délinquant, quelqu'un qui refuse l'autorité de la justice, qui n'accepte pas l'autorité de la justice. C'est encore, je dirais, comment on appelle ça, un outrage à un magistrat, de ne pas ramper, de ne pas se soumettre. Donc, je me suis soumis. J'ai léché le sol. J'ai rampé tant que j'ai pu. Et je me retrouve à la barre, on me pose des questions, alors que dans mon cerveau, je n'étais pas préparé à répondre aux questions, puisque j'avais demandé à ce qu'on exerce mon droit à garder le silence. Et qu'est-ce que me répond mon avocate? Elle me dit, en ce qui concerne vos droits, même si le président vous appelle à la barre pour vous questionner, vous avez toujours la possibilité de garder le silence. Mais moi, ça, je ne le savais pas, qu'il fallait répéter à chaque fois qu'on m'appelle à la barre, je garde le silence, je garde le silence, je garde le silence. Je ne le savais pas. Et mon avocate ne me l'a pas rappelé. À chaque question, il faut juste répondre, je garde le silence. Et moi, je ne le savais pas, on ne me l'a pas dit. Et elle finit en disant, c'est ce qu'il y a de plus difficile à tenir. Tu m'étonnes que c'est difficile à tenir, surtout quand ton avocat ne te le dit pas. Pourquoi mon avocate ne m'a pas dit qu'il fallait répéter à chaque fois, je garde le silence, je garde le silence, je garde le silence. Ah voilà, c'est ça que je voulais chercher. Exercice du droit au silence à l'audience. À l'audience, le prévenu n'a pas à répéter plusieurs fois qu'il souhaite garder le silence. Il suffit qu'il l'exprime clairement une fois, soit oralement, soit par son attitude, refus de répondre, pour que ce soit reconnu. Le juge doit alors en tenir compte et ne pas exercer de pression pour l'inciter à parler. Mais pourquoi même ce droit à garder le silence, vous l'avez bafoué? Pourquoi est-ce que vous avez bafoué tous mes droits? Pourquoi est-ce que, depuis le début de cette affaire, tous les moyens de l'État n'ont eu d'objectif que de me broyer et de prendre un soin infini à ce que je puisse pas bouger le petit doigt? Dès que je bougeais le petit doigt en argument, en montrant des preuves, en demandant les vidéos, à chaque fois j'étais broyé. Et même quand je demande, même quand je suis dégoûté, que je sais que cette place est sans issue, je sais que je ne peux pas
gagner un procès qui m'oppose à la police nationale. Je le sais, je ne suis pas débile. Jamais, nulle part, on ne condamnera la police. Même la police de Vichy. Jacques Chirac, il a fait ça en 95. Il a fallu attendre un demi-siècle pour que le chef de l'État reconnaisse la responsabilité de la police dans une tragédie. Un demi-siècle il a fallu. Jamais aucun rouage de l'État ne vous donnera gain de cause contre la police. La police est intouchable. La police est intouchable parce que la police est le fusible protecteur de l'ordre marchand. Si le fusible protecteur de l'ordre marchand saute, là, la marchandise est en danger, parce que là, le peuple en colère, exploité, peut s'en prendre directement à l'ordre marchand. Et la police s'interposera toujours entre la révolte légitime des hommes pour protéger la marchandise. Donc je le sais que la police est intouchable. Je le sais qu'on me donnera toujours tort face à un policier. Et a fortiori contre 3 policiers. Je le sais. C'est pour ça que pendant 13 mois, en attendant l'audience, j'étais torturé à l'idée de vouloir argumenter, faire jaillir la vérité. Mais une autre partie de mon cerveau me disait « Michel, ça ne sert à rien parce que tu pourras toujours opposer toutes les vérités du monde. Tu ne peux pas t'opposer à l'État. Et l'État n'invalidera pas l'État. L'administration judiciaire ne portera jamais atteinte à une autre administration de l'État. » Je le sais. Et c'est pour ça. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je vous invite encore à regarder, la dernière vidéo avant l'audience, où j'ai expliqué que je ne prendrai pas la parole. Donc, je décide de ne pas prendre la parole. Je suis programmé, prévu, j'ai fait le deuil de mon argumentation. Mon cerveau n'est pas préparé à plaidoirie, à défense, à argumentation. Je sais que je me présente à la barre juste pour dire « je souhaite ne pas parler », mais même ce droit fondamental, vous l'avez piétiné. Vous m'avez convoqué à la barre et reposé des questions avec autorité, reposé des questions avec autorité. Le juge doit alors en tenir compte et ne peut exercer de pression pour inciter à parler. Selon l'article 313 du Code de procédure pénale, le président de la chambre correctionnelle interroge le prévenu sur les faits qui lui sont reprochés, mais ne peut pas le contraindre à s'exprimer. Si le prévenu décide de garder le silence, cette décision est respectée tout au long de l'audience. Non. 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 Je suis la preuve que non. Vous croyez que je mens ? Vous croyez que je mens parce que dans la grosse du jugement, nulle part il y a marqué à aucun moment que le prévenu a sollicité son droit à garder le silence. Ça n'apparaît pas dans la grosse du jugement. C'est pas dans la grosse du jugement. Est-ce que c'est normal que dans la grosse du jugement, à aucun moment on dit « Monsieur Goural a demandé à garder le silence » ? Nulle part ça n'apparaît. Madame la greffière qui notait tout, pourquoi est-ce que nulle part vous avez noté dans la grosse du jugement, dans la minute du procès, que j'ai exprimé clairement au président du tribunal que soit exercé mon droit à garder le silence ? Pourquoi ça n'apparaît pas ? Pourquoi jusqu'à la personne qui tape à la machine tout ce qui se dit, pourquoi est-ce que c'est censuré ? Pourquoi ma parole est censurée ? Pourquoi mes droits fondamentaux d'esclave, le peu de droits qu'on m'accorde, même le droit de fermer ma gueule, est bafoué ? Alors vous ne me croyez pas ? Vous ne croyez pas que je suis allé à la barre pour dire au tribunal que je gardais le silence ? Eh bien regardez, j'en viens à ça. Voilà ce que la presse, dont la fonction objective est d'être l'élément qui va vous faire admettre que ce qu'elle écrit est la vérité et que ça va être complémentaire avec la décision de justice. La presse valide la décision de justice. La presse du capital écrit l'histoire telle qu'elle doit être officiellement reconnue et elle doit être conforme aux décisions de justice. La presse est le supplétif de l'État.
Et c'est pour ça que les journalistes ont des avantages fiscaux. Vous savez qu'ils ont des avantages fiscaux? Vous savez qu'ils ont, 10 ou 20% d'abattement fiscal supplémentaire par rapport à toi, pauvre crétin qui travaille à l'usine, qui paye plein pot tes impôts? Mais pourquoi est-ce que l'État donne des privilèges à certaines personnes? Parce que ces personnes rendent un service supérieur aux autres citoyens. Toi qui es exploité dans ton usine, tu crées de la valeur. Mais il y a une valeur supérieure. C'est tous ceux qui agissent, à quels que soient les niveaux, pour que le mensonge étatique apparaisse comme une vérité. Et ça, c'est Hollywood qui vous joue ce rôle, les films qui vous réécrivent les procédures juridiques, judiciaires, comme elles ne se passent pas, l'école et la presse. La presse réécrit toujours ce qui doit être conforme à l'officiel. Et l'officiel est mensonger, toujours. Chef d'entreprise de 61 ans annonce faire valoir son droit au silence. Fait valoir son droit au silence. Le journaliste, les juges, toute l'administration judiciaire, l'audience, les avocats, le plaignant, tout le monde a entendu que j'ai clairement verbalisé mon droit au silence. C'est marqué ici, au-dessus de mon pouce. Tout le monde a entendu, le monde a entendu que je ne souhaitais pas m'exprimer, garder le silence. Au nom de quoi la justice? Monsieur le Président, au nom de quoi vous m'avez convoqué avec autorité, avec toute la force d'autorité de l'État? Vous m'avez ordonné de me lever, ordonné de m'approcher de la barre, me mettre à la barre et de répondre à toutes vos questions. Et ce que j'ai fait parce que je me suis soumis à votre autorité. Parce que si je ne le faisais pas, c'était une défiance de votre autorité. Et Dieu sait où ça allait me mener.